La liste des personnes les plus recherchées par le FBI met en avant ceux qui sont considérés comme les criminels les plus dangereux du pays. Il y a une justice qui doit être rendue, et l'aide du public pourrait bien être la clé nécessaire pour y parvenir. Les forces de l'ordre restent déterminées à protéger les communautés et insistent pour faire respecter l'ordre, quel que soit le temps que cela prendra. Numéro 20. Il y a des criminels qui rôdent dans l'ombre, invisibles et inaperçus. Il n'est pas surprenant que ces inconnus restent hors de la vue du public alors qu'ils commettent leur série de crimes. Ceux qui provoquent un choc dans la communauté sont ceux qui se produisent juste sous notre nez. Des crimes commis par des noms connus. Des personnes dont on n'aurait jamais imaginé qu'elles puissent faire partie du crime organisé. Certainement, personne n'aurait imaginé que le snowboarder olympique canadien Ryan James Weddington se retrouverait sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Weddington est né en 1981 à Thunder Bay, en Ontario, premier de 3 enfants. Lorsqu'il avait seulement 12 ans, son père a déménagé toute la famille de Thunder Bay vers la banlieue de Coquitlam, en Colombie-Britannique, dans la région du Grand Vancouver. C'est ici que sa carrière de snowboarder a commencé. Au bout de seulement 3 ans, Weddington remportait sa première course et intégrait l'équipe nationale canadienne de ski. Lors du championnat du monde junior de 1999, il a participé à l'épreuve du slalom géant parallèle et a remporté une médaille de bronze. 2 ans plus tard, il a remporté la médaille d'argent lors de la compétition. Weddington a ensuite participé aux Jeux olympiques d'hiver de 2002 à Salt Lake City, où il a représenté l'équipe du Canada dans l'épreuve masculine du slalom géant parallèle. Il a terminé à la 24e place, et peu de temps après, il a décidé d'abandonner le snowboard de compétition. Weddig est ensuite retourné à Vancouver et s'est inscrit à l'université Simon Fraser. Il a développé un intérêt pour la musculation et a commencé à travailler comme videur. Après avoir étudié pendant 2 ans, Wedding a abandonné l'université et a commencé à spéculer dans l'immobilier. C'est à ce moment de sa vie que les choses allaient prendre un tournant. Un tournant que personne n'attendait. Pour financer ses investissements immobiliers, il a commencé à s'essayer à la culture de marijuana. Wedding a acheté un entrepôt de 6800 plants sur une propriété connue sous le nom de Ferme 18 carats, qui serait perquisitionnée en 2006. La GRC y découvrirait non seulement pour 10 millions de dollars de cannabis, mais aussi une arme à feu avec des munitions. Mais Wedding n'était pas là ce jour-là, et les enquêteurs n'ont pas pu réunir suffisamment de preuves pour l'inculper officiellement, ce qui lui a permis de repartir libre. Il aurait également commencé à étendre son trafic de stupéfiants, et on disait qu'il s'était associé à des trafiquants russes et iraniens qui faisaient le commerce de substances contrôlées. En 2010, Wedding serait condamné pour avoir tenté d'acheter un stupéfiant à un agent du gouvernement. Il a été condamné à 4 ans de prison, mais a été libéré seulement 1 an plus tard, lançant par la suite ce qui allait devenir une entreprise criminelle. En 2012, Ryan Wedding serait désigné comme un baron de la drogue. À partir de 2024, la GRC, rejointe par le FBI et plusieurs autres agences, lancerait l'opération Giant Slalom. Il ne visait pas Wedding, mais une organisation criminelle liée à un important cartel mexicain. Celle-ci faisait transiter de grandes quantités de méthamphétamine et d'autres stupéfiants d'Amérique centrale et du Sud à travers les États-Unis, vers le Canada et d'autres pays à l'étranger. L'organisation a également été impliquée dans des meurtres commandités à travers l'Amérique. Wedding était le chef de ce réseau et il était recherché à la fois par les États-Unis et le Canada pour des chefs d'accusation distincts. En octobre 2024, dans le cadre de l'opération Wedding, ainsi que 15 autres personnes, a été inculpé de plusieurs crimes. Quant à l'ancien snowboarder, il faisait face à des accusations de trafic de stupéfiants, direction de réseaux criminels, 3 chefs d'accusation d'homicide et 1 chef de tentative d'homicide. Wedding est accusé d'avoir ôté la vie au couple marié, Jacques Tar et Arbaran Sidou, ainsi qu'à Mohammad Zafar. Comme l'enquête était en cours, Wedding a été relâché, ce qui lui a permis de fuir au Mexique, où il est devenu un haut responsable du plus grand cartel du pays, le cartel de Sinaloa. Il était connu sous plusieurs surnoms au sein de cette organisation, notamment El Jefe, Giant et Public Enemy. Le 6 mars 2025, Wedding a été ajouté à la liste des personnes les plus recherchées du FBI, remplaçant Alexis Flores. 10 millions de dollars ont été offerts pour toute information menant à son arrestation, cette somme ayant été portée à 15 millions de dollars à la fin du mois de novembre. Cela faisait à peine 1 an que Wedding avait été ajouté à la liste des personnes les plus recherchées lorsque le statut de son dossier a changé de façon inattendue. Dans la nuit du 22 janvier 2026, il a été arrêté au Mexique. Se serait soi-disant rendu de lui-même
une affirmation qui a depuis été contestée par son avocat, qui affirme qu'il a été capturé contre sa volonté. Wedding a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. Numéro 19. Connu sous le nom d'El Chapo Isidro dans le milieu criminel, Fausto Isidro Meza Flores est né en 1982 à Nova Juárez, Sonora, Mexique. À la fin de son adolescence, Isidro commence sa carrière criminelle, qui débute au sein du cartel de Juárez, la plus ancienne et la plus puissante organisation criminelle du Mexique. À ses débuts, le groupe criminel se concentrait sur le trafic de stupéfiants, mais il a élargi ses activités pour inclure de nombreuses activités illégales, telles que l'enlèvement, la traite des êtres humains et l'extorsion. Lorsque Isidro est entré dans l'organisation, elle était sous la direction d'Amado Carrillo Fuentes. Le baron de la drogue succomberait à des complications présumées d'une chirurgie esthétique en 1977, forçant de nombreux membres à déserter l'organisation, y compris Isidro. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne trouve une autre organisation dans laquelle s'impliquer, le cartel Beltrán Leiva, dirigé par les frères Beltrán Leiva. Ce groupe criminel était responsable du trafic de stupéfiants et travaillait en étroite collaboration avec le cartel de Sinaloa avant la scission et la guerre qui a suivi entre les deux cartels en 2008. Le cartel Beltrán Leiva est également considéré comme l'un des groupes les plus puissants. C'est dans ce cartel qu'Isidro s'est révélé le plus utile. Il était décrit comme un tueur à gages habile, doté de bravoure, d'audace et de ruse. En décembre 2009, le chef, Arturo Beltrán Leiva, est décédé après une opération menée par l'armée mexicaine. Encore une fois, de nombreux membres du cartel ont quitté le groupe et ont formé une organisation indépendante avec Edgar Valdez Villarreal. Ce groupe criminel est devenu connu sous le nom de la Barbeur. Cette fois, cependant, Isidro est resté fidèle aux frères et a ensuite formé une alliance avec Vincent Fuentes. En 2010, les différents cartels se disputaient toujours le territoire, avec le cartel de Sinaloa et le cartel Beltrán Leiva au cœur de la violence. En juillet de cette année-là, un affrontement majeur a éclaté, laissant plusieurs membres des deux organisations mortellement blessés dans la ville de Tubatama, Sonora. L'événement s'est produit dans une zone réputée pour la contrebande de stupéfiants et le trafic de migrants. Apparemment, Isidro et un autre membre, Arnaldo del Cid Buena, auraient été ceux qui ont lancé l'attaque surprise contre les hommes du groupe de Sinaloa. 11 véhicules endommagés par des balles ont été retrouvés plus tard sur les lieux, dont certains avaient un X peint sur les vitres, un symbole présumé utilisé par les organisations de trafiquants pour distinguer les véhicules ennemis des leurs. Isidro allait également former son propre gang, qu'il appela Los Mazatlecos, et n'installa à Guasave, Los Mochis, Mazatlan et Nayarit. Son cartel criminel est responsable de la contrebande de diverses drogues, notamment de la méthamphétamine, du cannabis et des dérivés de la morphine. Tout en dirigeant ce cartel, Isidro reste l'un des principaux dirigeants du cartel Beltrán Leiva. Il a été le bras droit d'Héctor Beltrán Leiva, qui dirigeait aux côtés de son parent. Le 28 avril 2010, le règne d'Isidro a failli prendre fin lorsqu'il a eu affaire aux forces de l'ordre mexicaines dans les montagnes de Choy. Cependant, l'opération a très mal tourné, avec des soldats et des membres du cartel mortellement blessés. Isidro s'est ensuite échappé. Au fil des années, plusieurs personnes liées au baron de la drogue ont été arrêtées et condamnées. Mais El Chapo Isidro est toujours en fuite. Le 4 février 2025, il a été ajouté à la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI. Le programme de récompense du département des stupéfiants des États-Unis offre jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation de ce criminel. Il est considéré comme armé et dangereux, et comme présentant un risque de fuite à l'international, et il a été décrit comme un homme de 42 ans, aux cheveux châtain foncé et aux yeux marrons. Il mesure 1,68 m et pèse environ 72 kg. C'est un ressortissant mexicain et on pense qu'il réside au Mexique. Numéro 18. Le chef de gang vénézuélien présumé, Giovanni Vicente Mascara Serrano, est né dans le quartier de San Vicente, à Maracaibo. Avec Joan José Romero, il aurait fondé le Tren de Aragua, considéré comme le gang criminel local le plus puissant et le seul gang vénézuélien. Ce groupe du crime organisé a réussi à projeter sa puissance à l'étranger. Il est passé d'un simple gang de prison à une menace transnationale avec un vaste portefeuille d'activités. Le gang serait dirigé par Héctor Rustenfor Guerrero Flores, ou Niño Guerrero, comme on l'appelle. Héctor, l'un des cofondateurs, a formé le groupe dans la prison de Tocorón, contrôlée par le gang.
La principale fonction de Serrano dans ce groupe est de superviser à la fois le réseau de trafic de stupéfiants et les homicides liés au Tren de Aragua à travers l'Amérique centrale, les États-Unis et la Colombie. Le Tren de Aragua est une organisation terroriste étrangère qui, selon le département du Trésor américain, mène une campagne de terreur à travers l'hémisphère occidental. Le groupe est impliqué dans le trafic de stupéfiants, le passage clandestin de personnes, la traite, l'extorsion, l'exploitation des femmes et des enfants, le blanchiment d'argent, ainsi que plusieurs autres activités criminelles. Bien qu'il ne soit pas celui qui commet ces crimes lui-même, Serrano est responsable de s'assurer qu'ils aient lieu, faisant de lui l'instigateur de ces actes illégaux. Serrano fait face à des accusations de complot de distribution internationale, de fourniture de soutien matériel à un complot d'organisations terroristes étrangères et de fourniture et tentative de fourniture de soutien matériel à une organisation terroriste étrangère. Comme pour Flores et Romero, Serrano est recherché en Colombie et aux États-Unis, et ce, depuis juillet 2024. Mais ce n'est qu'en juin 2025 qu'il a officiellement été ajouté à la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI pour des accusations de trafic de stupéfiants. Initialement, l'agence a offert une récompense de 3 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation, qui a depuis été portée à 5 millions. Ce fugitif recherché utilise plusieurs pseudonymes et est né le 22 février 1988. Il est de nationalité vénézuélienne et a les cheveux noirs ainsi que les yeux marrons. Numéro 17. Le soir du 21 mai 2023, le Stars Bar & Grill est devenu le théâtre d'un crime effroyable. Un homicide qui a laissé 2 employés morts et un autre grièvement blessé. Cette nuit-là, un homme de Washington, Samuel Ramirez Jr., est entré dans l'établissement avec une arme à feu. Ce qui avait commencé comme une visite de routine au bar s'est transformé en une confrontation soudaine. Selon les rapports, un client a remarqué que Ramirez portait une arme à feu et adoptait un comportement indésirable. Le client a rapidement informé les employés du bar, Katie Dunk et Jessica Hahn. Toutes les deux ont interpellé Ramirez au sujet de l'arme et de son comportement, et la situation n'a fait qu'empirer à partir de là. Sur le parking, la confrontation s'est transformée en altercation physique avec Ramirez, qui aurait agressé l'une des femmes. Un autre client, qui était également armé, a tenté d'intervenir et a plaqué Ramirez au sol. Après s'être débattu au sol pendant plusieurs minutes, il a déclaré qu'il en avait fini avec la bagarre, et le client l'a relâché. Mais dès qu'il l'a fait, Ramirez a sorti son arme à feu et a ouvert le feu sur toutes les personnes autour de lui. Katie et Jessica ont perdu la vie, plusieurs tirs ayant été dirigés directement sur elles. Une troisième victime, le client qui a essayé de l'arrêter, a essuyé 9 tirs, mais a survécu avec une seule blessure au bras. Après l'événement, Ramirez a fui Washington et s'est retrouvé à Lake Havasu City, en Arizona. À partir de là, les forces de l'ordre étaient à ses trousses. Ils l'ont forcé à se rendre à Tijuana, au Mexique, où il est arrivé le 23 mai. Un jour plus tard, un mandat d'arrêt a été émis contre lui. Le comté de King l'inculpant de meurtre au premier degré, de meurtre au deuxième degré et de tentative de meurtre au premier degré. Pendant les 2 années suivantes, il n'y aurait aucun développement dans l'affaire, Ramirez semblant s'être caché. Mais ensuite, en novembre 2025, un mandat d'arrêt fédéral serait émis contre le fugitif, l'accusant de fuite illégale pour éviter des poursuites. En décembre, le FBI offrirait 25 000 $ pour des informations permettant de mener à son arrestation. Le 10 mars 2026, Samuel Ramirez Jr. a été ajouté à la liste des personnes les plus recherchées du FBI et la récompense offerte par l'agence a été portée à 1 million de $. Puis, miraculeusement, seulement 1h13 après avoir été placé sur la liste, Ramirez a été arrêté. Il a été capturé à Culiacán, Sinaloa, au Mexique, et a battu le record de l'arrestation la plus rapide pour un fugitif présumé sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI. L'homme, de 33 ans, est arrivé entre-temps à Washington, où il doit faire face à des accusations d'homicide dans le comté de King. Cette arrestation est une étape importante vers l'obtention de la justice pour les familles de Jessica Hahn et de Katie Dunk. Et elle permettra d'apporter un début d'apaisement aux familles, ainsi qu'à la communauté dans son ensemble. Numéro 16. Le Tren de Aragua, la plus puissante organisation criminelle locale du Venezuela, a réussi à étendre son influence en Colombie, au Pérou et au Chili ces dernières années. Le gang a bouleversé les équilibres criminels locaux et a attiré beaucoup d'attention de la part des autorités dans plusieurs pays. Cependant, le groupe du crime organisé n'agit pas seul. Il y a des membres non officiels qui leur fournissent les informations nécessaires pour maintenir leurs activités illégales et faire prospérer le gang. Grâce à des efforts renouvelés pour faire tomber Tren de Aragua,
les autorités ont découvert une multitude de personnes qui soutiennent les activités criminelles. Et bien qu'elles ne soient pas qualifiées de membres, elles aident les fugitifs. Plusieurs personnes ont vu leur nom ajouté aux listes de suspects, les forces de l'ordre étant déterminées à les retrouver et à démanteler les opérations illégales. L'une de ces personnes est Hannibal Alexander Caneillon Aguirre, un homme de 49 ans, accusé d'avoir dirigé un réseau de piratage de distributeurs automatiques lié à Tren de Aragua. Le piratage de distributeurs automatiques est un crime cyberphysique grave et sophistiqué qui vise à exploiter les vulnérabilités physiques et logicielles des distributeurs automatiques. Cet acte criminel entraîne la distribution de plus d'argent par le distributeur automatique, permettant ainsi aux criminels de voler les réserves de liquidité de la machine qui ne sont pas liées au solde du compte de la victime. Les voleurs qui ne sont pas détectés peuvent potentiellement repartir avec tout l'argent que la machine contenait à ce moment-là. Aguirre serait apparemment responsable de la mise en œuvre de ce stratagème à l'échelle internationale. Il a envoyé des équipes aux États-Unis pour voler des millions et des millions de dollars à plusieurs institutions financières. L'argent récolté grâce à cette activité était ensuite fourni au gang vénézuélien, une organisation terroriste étrangère désignée. Selon le FBI, Aguirre et d'autres ont mené cette opération de piratage de distributeurs automatiques depuis janvier 2024, en installant des logiciels malveillants sur les machines pour déclencher des retraits d'argent non autorisés. L'argent liquide est ensuite envoyé à travers un réseau complexe de blanchiment d'argent et parvient rapidement aux financiers du gang. Selon les rapports, Aguirre a été surnommé Prometheus, ou l'ingénieur. Un mandat d'arrêt fédéral a été émis contre ce fugitif en décembre 2025. Il a été ajouté à la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI le 12 mars de cette année, avec des accusations de direction de complot international visant à dépouiller les États-Unis de millions de dollars par le biais de piratage de distributeurs automatiques. Et le FBI a d'abord lancé une alerte en février concernant la hausse de ces scandales, avec plus de 700 incidents enregistrés rien qu'en 2025. Avec une perte de plus de 20 millions de dollars, Aguirre n'est qu'un des 93 membres, partisans et dirigeants de Tren de Aragua contre lesquels le ministère de la Justice a engagé des poursuites, spécifiquement en lien avec le piratage de distributeurs automatiques. L'escroc des distributeurs est considéré comme armé et dangereux, et le FBI offre une récompense d'1 million de dollars pour toute information menant à son arrestation. Aguirre a été décrit comme un homme né au Venezuela, mesurant 1,65 m et pesant environ 86 kg. Il a les cheveux noirs et gris, et toute information doit être transmise directement au FBI. Numéro 15, Armin Moini, un ressortissant suédois, est né en juin 1991. On ne sait pas grand-chose de ses origines et de son éducation, mais quelque chose au cours de sa vie l'a mené vers une vie criminelle. Moini, surnommé Nero par les forces de l'ordre, a été identifié comme la figure centrale derrière une grande organisation criminelle connue sous le nom de Réseau Nero. Cette organisation criminelle a été impliquée dans des activités illégales à grande échelle, notamment la vente importante de stupéfiants, le trafic et des opérations de blanchiment d'argent, qui ont lieu dans toute l'Europe. Le rôle de Moini dans le crime organisé a mis en évidence l'ampleur et la sophistication qu'ont prises les réseaux criminels modernes. Son cas reflète non seulement les crimes graves d'un individu, mais aussi les défis intenses auxquels les forces de l'ordre continuent de faire face dans leur lutte contre le trafic mondial de stupéfiants et la criminalité financière. Moini, aujourd'hui âgé de 34 ans, a été ajouté à la liste des fugitifs les plus recherchés d'Europe le 23 mars de cette année, mais la police tente de l'arrêter depuis plusieurs années. La traque de Moini remonte à 6 ans, à l'été 2020, lorsque les forces de l'ordre ont perquisitionné un bureau de change apparemment anodin à Stockholm. Mais via World Exchange, dans ce bureau clandestin, des centaines de millions provenant du trafic de stupéfiants étaient en cours de blanchiment. 16 réseaux criminels, dont Varbi, étaient impliqués, ainsi qu'une somme d'au moins 220 millions de couronnes. Et derrière tout cela, il y avait Moini. Le chef présumé du réseau Nero, un caïd présumé, a échappé à l'arrestation et on pense maintenant qu'il opère en dehors de la Suède. Selon l'enquêteur principal dans l'affaire de Moini, Magnus Söderlund, en seulement 1 an et demi, le compte du fugitif a brassé 88 millions de couronnes. L'organisation criminelle a gagné en notoriété grâce aux enquêtes liées au réseau de communication cryptée et aux fournisseurs de services européens connus sous le nom d'EncroChat. EncroChat n'était pas seulement utilisé par Nero, mais c'était aussi le système exploité par plusieurs groupes du crime organisé pour faciliter les activités illégales. On l'appelle le LinkedIn du crime organisé. Et il fournissait aux criminels des téléphones Android modifiés avec messagerie sécurisée,
VoIP, et même une option d'effacement d'urgence. En 2020, grâce à l'opération Emma, les forces de l'ordre internationales ont pu infiltrer le réseau et le démanteler. Après avoir accédé à des millions de messages, plus de 6500 arrestations ont été effectuées. Les autorités ont saisi 900 millions d'euros en espèces, en stupéfiants et en armes. Grâce à ces messages, Moaini a été identifié comme Nero, et il aurait agi en tant que chef et coordinateur, supervisant les transactions de stupéfiants et assurant la circulation des fonds impliqués. Son organisation criminelle aurait obtenu les stupéfiants des Pays-Bas. Ce fugitif recherché fait face à des accusations de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de trafic illégal d'armes, de munitions et d'explosifs, ainsi que de blanchiment des produits d'un crime. Moaini, connu sous le nom de Nero, est lié à plusieurs pays avec des liens étroits avec l'Espagne et Dubaï. Il est considéré comme armé et dangereux. Il parle anglais et suédois, mesure 1,70 m, a les yeux marrons et les cheveux bruns. Il peut également avoir une barbe ou une moustache. L'image du fugitif provient d'un passeport de 2018, et son apparence a probablement changé depuis. Numéro 14. Alexandre Kouksov, le frère cadet de Semyon Kouksov, qui a récemment été déchu de sa citoyenneté maltaise, après avoir été reconnu coupable d'implication dans une opération internationale de blanchiment d'argent, a été ajouté à la liste des personnes les plus recherchées. Alexandre, un homme russe, a été inscrit sur la liste des personnes les plus recherchées de la National Crime Agency du Royaume-Uni le 16 février de cette année, pour exactement le même crime que son frère aîné, blanchiment d'argent à grande échelle pour un réseau criminel. Le jeune homme, de 23 ans, détiendrait prétendument un passeport doré maltais, une citoyenneté achetée par des étrangers fortunés venant de l'extérieur de l'Union européenne. Un tel passeport permet à son titulaire de vivre, de travailler et de voyager librement dans tous les États membres de l'Union européenne. En 2025, la Cour de justice européenne a statué que la vente de la citoyenneté de cette manière est illégale. Pourtant, Alexandre détient toujours un sésame, donnant accès à jusqu'à 27 pays. La NCA allègue que le jeune fugitif était impliqué dans un groupe de crimes organisés et qu'il a participé au transfert de millions de livres sterling d'argent illicite à travers le Royaume-Uni. On pense que cet événement a eu lieu en 2022, alors qu'Alexandre n'avait que 19 ans. Cette année-là, les autorités ont mis au jour le principal réseau criminel, qui s'est avéré opérer à la fois avec de l'argent liquide et des crypto-monnaies. Ce coup de filet a été rendu possible grâce à l'opération Destabilize, menée par la National Crime Agency. Au cours de 3 années, elle a mis au jour un vaste réseau de blanchiment d'argent, auquel Alexandre est directement lié. Ce réseau a été relié à des cartels en Amérique du Sud, au groupe criminel organisé Kinahan et même à l'espionnage russe. Les forces de l'ordre, en France, en Finlande, en Espagne, en Irlande, aux Pays-Bas, aux États-Unis et aux Émirats arabes unis, ont travaillé aux côtés de la NCA pour enquêter sur ce réseau. 3 ans après le début de l'opération, les autorités ont révélé les résultats de l'enquête jusqu'à présent. Les rapports indiquaient que jusqu'à 84 personnes avaient été arrêtées dans le cadre de l'opération Destabilize pour leur affiliation avec le réseau, dont 71 ont été arrêtés au Royaume-Uni. 6 individus, des réseaux majeurs de blanchiment d'argent et plusieurs entreprises ont été sanctionnées en conséquence. 20 millions de livres sur 700 millions de livres de vente de stupéfiants ont été saisis grâce à cet effort. Le projet a mis en évidence la manière dont les organisations criminelles exploitent le système financier moderne, y compris la crypto-monnaie, leur permettant de dissimuler l'origine des fonds illicites. Alexandre et son frère seraient tous deux à l'origine de la coordination des coursiers pour transporter l'argent illégal. Ils auraient également facilité sa conversion en d'autres formes, comme la crypto-monnaie, ce qui le rendait encore plus difficile à retracer. L'arrestation de Semyon et son emprisonnement ultérieur allaient finalement laisser Alexandre responsable de la poursuite de l'opération illégale. Au moment où il a été ajouté à la liste des personnes les plus recherchées, le fugitif mesurait 1,98 m et avait une carrure musclée. Il a les cheveux clairs, coupés courts et un teint pâle. À ce stade, on ignore toujours où se trouve Alexandre Kouksov. Son passeport doré, semble-t-il, est toujours en vigueur, bien qu'il ait fait l'objet d'un examen approfondi et que sa citoyenneté n'ait pas encore été révoquée. Mais ses projets de voyage ont été quelque peu limités. Numéro 13. L'ancien rappeur suédois d'origine tunisienne, connu sous le nom de scène Mowgli, est né à Upplands-Bro, dans le comté de Stockholm, le 24 avril 1998. Son nom vient du personnage Mowgli du livre de la jungle. Ses amis lui ont donné ce surnom parce qu'ils pensaient qu'il ressemblait au personnage. Le rappeur a fait ses débuts avec 50, un autre rappeur suédois,
avec le single Problème en 2020. À l'occasion de la sortie de la chanson, ils ont également créé un collectif de hip-hop appelé Levit le Care Music. Leur carrière musicale semblait bien se dérouler jusqu'en 2021, lorsque les deux individus ont été arrêtés et condamnés pour possession aggravée de stupéfiants. Mowgli, né sous le nom de Mohamed Rachid Modi, écoperait d'1 an et 10 mois de prison, mais il a fait appel et a ensuite été acquitté. 50, né Ramon Ephraim Gide, a été condamné à 2 ans et 10 mois de prison. En 2022, Mohamed a mis fin à sa carrière musicale, écrivant sur sa page Instagram « La musique, c'est amusant, mais ce n'est rien de plus que ça ». Après sa carrière musicale, Mohamed a suivi une voie plus criminelle et a été désigné comme un gangster suédois lié à plusieurs graves faits de criminalité organisée. Il a été découvert qu'il fait partie des dirigeants de l'organisation criminelle connue sous le nom de Bridge Network, un proche allié du Foxtrot Network, une organisation criminelle transnationale notoire basée en Suède. Foxtrot est lié à des groupes criminels de trafic de stupéfiants importants. Ils sont également impliqués dans le trafic d'armes et ont largement contribué à la hausse de la criminalité violente en Europe du Nord, y compris les assassinats sous contrat et les agressions. Le Bridge Network est basé à Uplandsbro, et existe depuis très longtemps. Ces dernières années, sa direction a été reprise par une génération plus jeune. Le gang est lié à des crimes liés aux stupéfiants et aux armes, et Mohamed et son groupe criminel sont étroitement liés à Rawa Majid, ou le renard kurde. Le réseau Bridge est connu pour commettre des actes violents, très médiatisés, pour le compte de Rawa Majid. Les crimes violents incluent des assassinats commandités et le trafic de stupéfiants. Le frère de Mohamed, Yassine, fait également partie du groupe criminel et est actuellement en détention pour des accusations d'homicide. Les autorités ont identifié plusieurs membres du groupe, dont certains ont déjà été arrêtés. Mohamed est connu pour occuper un rang intermédiaire dans la hiérarchie du Bridge Network, même si son rôle exact dans ce groupe n'est pas connu. Il a été ajouté à la liste des fugitifs les plus recherchés de l'UE le 12 mars de cette année. Il est accusé de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, d'homicide, de coups et blessures graves, préparation en vue de commettre un homicide, complot en vue de commettre un homicide et infraction particulièrement grave liée aux stupéfiants. Mohamed Rachid Modi a 27 ans. Il est de nationalité suédoise et ne parle que le suédois. Il mesure 1,75 m, a les yeux marrons et les cheveux foncés. Il a des taches de naissance sur les 2 bras et il est considéré comme armé et dangereux. Numéro 12. Richard James Schuller est un Américain connu de la plupart sous le nom de Richard Hart. Ce nom peut sembler familier aux utilisateurs de crypto-monnaies. Schuller est le fondateur controversé de X, une crypto-monnaie basée sur Ethereum. Elle se présente comme un certificat de dépôt à haut rendement et permet aux utilisateurs de gagner des intérêts en mettant leurs jetons en staking, sans récompenser les mineurs ou les validateurs. La création crypto de Schuller promettait d'importantes récompenses de staking, mais elle a également fait l'objet d'un examen sérieux en raison des fraudes qui y sont associées. Selon la SEC, Schuller est responsable d'avoir utilisé X pour proposer des titres non enregistrés et commettre une fraude, ce qui a entraîné une forte baisse de la valeur marchande de la monnaie. En seulement une semaine, la valeur du jeton a chuté de 30% à 0,0039 en décembre 2024. Interpol a émis une notice rouge à la demande de la Finlande pour rechercher le fondateur de X, déclenchant ainsi les procédures d'extradition. Le 9 février 2026, Schuller sera ajouté à la liste des fugitifs les plus recherchés d'Europe et sera signalé comme recherché par la Finlande. Il fait face à des accusations de fraude, y compris celles portant atteinte aux intérêts financiers des communautés européennes. En plus de cela, Schuller se soustrait également à l'impôt et n'a pas respecté une obligation légale relative à la fiscalité, n'a pas déposé de déclaration fiscale professionnelle pendant plusieurs années et n'a pas complété les informations concernant ses revenus sur les formulaires de déclaration de revenus pré-remplis. Le montant total des impôts qu'il a éludés s'élève à des centaines de millions d'euros. Selon O Daily Planet Daily, la police finlandaise a depuis saisi des montres de luxe appartenant au fondateur de X, d'une valeur de près de 3 millions de dollars. Il aurait dépensé plus de 12 millions de dollars provenant de X en biens de luxe, notamment des montres, des voitures de sport et une bague en diamant de 5 carats. Depuis, il a été vu dans des vidéos exhibant des valises Louis Vuitton contenant des dizaines de montres, qu'il affirme valoir jusqu'à 9 millions d'euros. Non seulement Schuller a commis une fraude et a évité de payer des impôts, mais il est également recherché pour avoir prétendument agressé un adolescent. Selon les rapports, Schuller a attrapé la victime par les cheveux et l'a frappée à plusieurs reprises. Fin décembre 2024,
Il a publié un message énigmatique sur X, laissant entendre qu'il était recherché, disant « Toute ma vie, je me suis préparé pour l'avenir. Je l'ai anticipé. Je l'ai créé. Je n'ai jamais été aussi en sécurité. Et je suis enthousiaste pour l'avenir. » Il a ajouté « C'est une sensation agréable d'être recherché. Rien ne peut arrêter une idée dont l'heure est venue. » Richard James Schuller peut agir sous le nom de Richard Hart. Il est de nationalité américaine et parle anglais. Il a maintenant 46 ans et fait l'objet d'accusations à la fois en Finlande et aux États-Unis. Numéro 11. En août 2014, vu Kevin Hyun, âgé de 31 ans. Son frère de 28 ans, Viet, et une troisième personne non identifiée ont été enlevés à Philadelphie, en Pennsylvanie. Derrière le masque qui cachait son identité, se trouvait Trung Duk Lu, que les trois hommes connaissaient. Apparemment, il lui devait 300 000 $, une dette liée à des stupéfiants non précisés. Lu aurait enlevé les hommes et les aurait soumis à des conditions de torture. Kevin et Viet seraient ensuite conduits à la rivière Schuylkill, où ils auraient été mortellement blessés, lestés avec du ciment, puis jetés dans la rivière. Le troisième homme a survécu à l'agression et s'est échappé. C'est pour enlèvement et homicide que Liu ferait l'objet de mandat d'arrêt fédéral en 2019. Et la 539e personne ajoutée à la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI en 2026, avec des accusations de complot en vue de commettre un enlèvement et 3 chefs d'enlèvement. Il est également accusé d'autres crimes graves, notamment de déplacements interétatiques en vue de favoriser des activités de racket. Complot en vue de recouvrer une créance par des moyens d'extorsion, recouvrement d'une créance par des moyens d'extorsion, complot en vue de distribuer du cannabis et complicité. On pense qu'il est affilié au gang de rue BTK, également connu sous le nom des Canal Boys. Lu est né au Vietnam et a déménagé aux États-Unis lorsqu'il était adolescent. Il y a des liens étroits avec la ville de New York, où il a autrefois résidé dans l'arrondissement du Queens. L'agent spécial responsable du FBI à Philadelphie, Wayne A. Jacobs, a indiqué que l'agence reste fermement engagée à traduire Liu en justice. L'agence et ses partenaires, a-t-il déclaré, continueront d'exploiter toutes les ressources pour le localiser et l'appréhender. Peu importe combien de temps ou où il tente de se cacher, le FBI sera à sa poursuite jusqu'à ce qu'il soit arrêté et condamné. Liu parle à la fois vietnamien et anglais. Il a plusieurs tatouages sur tout le corps, dont un dragon au centre de son dos et les mots Asian Pride en grandes lettres au-dessus. Il a un tatouage non identifié sur le pectoral gauche et le haut de ses 2 bras est très tatoué. Ses bras présentent un dragon, un motif de griffes et un tigre. Selon l'avis de recherche le concernant, il est né le 1er octobre 1980, ce qui fait de lui un homme de 45 ans. Il mesure 1,70 m et pèse 64 kg. Il a les cheveux noirs et les yeux marrons, et il est de nationalité vietnamienne. L'agence offre une récompense d'1 million de $ pour toute information menant à son arrestation. Le FBI demande à toute personne ayant des informations sur l'un des fugitifs de cette liste de contacter leur bureau local du FBI ou la plus proche ambassade ou consulat américain. Toute personne ayant des informations peut appeler le FBI au 1-800-CALL-FBI ou au 1-800-225-5324. Des informations anonymes peuvent également être soumises en ligne sur tips.fbi.gov. Numéro 10. Daniela Nikuliak n'était pas quelqu'un qui partait sans dire aux gens où elle est. Alors, quand sa famille et ses amis n'ont pas pu la joindre, ils ont su que quelque chose n'allait pas. Malgré des recherches approfondies, la femme de 62 ans n'a toujours pas été retrouvée. Daniela a été vue pour la dernière fois le 12 mars 2026. Ce matin-là, elle a quitté son domicile dans le quartier de la place Saint-Patrick, à Thunder Bay, apparemment pour aller se promener. Lorsqu'elle n'est pas rentrée chez elle, sa famille a commencé à s'inquiéter et elle a été signalée disparue le jour même de sa disparition. Au début, on a supposé que Daniela pouvait rendre visite à sa mère, qui habitait dans le secteur des numéros 600 de Lakeshore Drive. La distance ne représentait qu'un court trajet en voiture, mais c'était une longue marche. La police a passé au peigne fin les images de vidéosurveillance des caméras situées le long des itinéraires que Daniela aurait pu emprunter et a trouvé des images d'elle sur Algoma Street à 9h30 le jour de sa disparition. Les images constituaient un indice essentiel dans l'enquête, mais elles laissaient également les enquêteurs avec des questions sans réponse. Daniela a été vue marchant seule d'un pas décrit comme rapide. Il semblait qu'elle avait une destination en tête. L'endroit se trouvait à 3,5 km de chez elle, bien que le temps qu'il lui a fallu pour atteindre ce point n'ait pas été révélé. Cette observation a confirmé qu'elle était partie à pied, bien qu'il ne soit actuellement pas possible d'affirmer qu'elle n'a pas été prise en voiture après ce point.
Les images ont également confirmé ce que Daniela portait au moment de sa disparition. Selon la police, des recherches approfondies ont eu lieu depuis l'ancien hôpital psychiatrique Lakehead jusqu'au parc Centennial. Les recherches ont mobilisé des drones, des équipes cynophiles et des motoneiges, ainsi que l'hélicoptère de l'équipe d'intervention d'urgence de la police provinciale de l'Ontario. La police a indiqué que la zone était facile à couvrir depuis les airs, mais qu'il serait difficile de trouver quelqu'un s'il se trouvait dans les broussailles. Daniela était décrite comme une personne casanière et n'était pas connue pour faire de longues promenades. Elle n'avait pas de itinéraire habituel pour marcher, ce qui rendait difficile de déterminer où elle aurait pu aller. Elle a laissé tous ses effets personnels lorsqu'elle a quitté la maison, y compris son téléphone, son argent et ses clés de voiture. Sa disparition était extrêmement inhabituelle. Elle est très proche de sa famille, qui comprend sa mère, son mari, ses enfants et ses petits-enfants. Peu de temps avant sa disparition, elle est partie en voyage de ski avec ses petites filles. Elle a effectivement un problème de santé qui nécessite une médication régulière et elle n'avait pas ces médicaments avec elle au moment de sa disparition. Le froid inquiétait également sa famille. La police a lancé un appel à toute personne se trouvant dans la région pour qu'elle reste vigilante et qu'elle garde l'œil ouvert pour repérer Daniela ou tout vêtement qu'elle aurait pu porter. Il est possible qu'elle ait jeté des objets à mesure que le temps se réchauffait. La police a également demandé aux gens de vérifier les images de leurs caméras de sécurité domestique et de leur dashcam, ce qui pourrait aider à reconstituer où Daniela est allée après avoir été vue pour la dernière fois sur une caméra. Daniela est décrite comme mesurant 1,63 m, de corpulence moyenne, avec des cheveux gris mi-longs, des yeux marrons et une voix rauque. Elle a été vue pour la dernière fois portant un bonnet en laine gris, une veste polaire blanche sous une doudoune noire, un pantalon noir, des gants gris et des bottes marron et grises avec une semelle blanche. Toute personne ayant des informations concernant le cas de Daniela peut contacter le service de police de Thunder Bay au 807 684 1200. Si quelqu'un aperçoit Daniela, il est prié d'appeler le 911. Numéro 9. Diet Spencer a disparu sans laisser de traces, alors qu'il rentrait chez lui après avoir rendu visite à sa famille. Plus de 2 mois après la dernière fois qu'elle a été vue, peu d'indices ont été découverts pour expliquer ce qui lui est arrivé. Diet avait 69 ans au moment de sa disparition à Escalante, dans l'Utah. Quelques mois plus tôt, elle avait perdu son mari dans un accident d'avion et s'habituait encore à vivre seule. Une nouvelle tragédie a frappé au début de 2026. Et Diet devait assister à un autre enterrement. Malheureusement, elle n'y arriverait jamais. Pendant le trajet, elle s'est retrouvée enfermée à l'extérieur de sa voiture, à Vernal. Son gendre a fait le trajet pour la rejoindre et l'a aidée à reprendre la route. Elle a décidé de passer quelques jours avec lui et sa fille à Rangeley, juste de l'autre côté de la frontière, au Colorado. Quand Diet est partie, il s'attendait à ce qu'elle rentre chez elle. Ce n'est que plusieurs jours plus tard qu'elle s'est rendue compte qu'elle était partie dans la direction opposée. Selon son gendre, Sean, il a parlé avec elle au téléphone quelques jours après son départ. C'est à ce moment-là qu'il a découvert qu'elle n'était pas rentrée chez elle. Le téléphone de Diet est tombé en panne de batterie seulement 15 minutes après la fin de l'appel. Diet a été signalé disparu. Et le 30 janvier, une alerte Silver et une recherche à l'échelle nationale ont été déclenchées. La police ne pouvait pas utiliser son téléphone pour retracer ses déplacements après le dernier appel. Mais elle pouvait suivre ses paiements par carte lorsqu'elle payait l'essence et des articles d'épicerie. La dernière fois qu'elle a été vue de façon certaine, c'était le 26 janvier, lorsqu'elle se trouvait dans un Walmart, dans la région de Price, dans l'Utah. La police a publié des images de vidéosurveillance du magasin, qui montraient Diet en train de faire ses courses seule. La dernière fois que sa carte avait été utilisée pour acheter du carburant, c'était dans la région de Grand Junction, au Colorado. Cela signifiait que pour se rendre à Price, elle aurait probablement commencé par reprendre la route vers chez elle, à Escalante, avant de faire un détour vers le nord, au lieu de continuer sur l'autoroute. Au début, sa famille pensait qu'elle était coincée quelque part. Il craignait que sa voiture se soit retrouvée coincée dans un banc de neige ou quelque chose de similaire et qu'elle ait besoin d'aide. Plus d'1 mois après qu'elle ait été vue pour la dernière fois, la voiture de Dietz a été retrouvée dans une zone isolée du comté de Carbon. Un employé d'une compagnie de service public vérifiait des puits dans la région lorsqu'il est tombé sur le véhicule abandonné. Au début, la famille de Dietz pensait que cela marquerait la fin de leur calvaire. Le comté de Carbon n'était pas sur le radar de l'équipe de recherche avant que la voiture ne soit retrouvée. Mais désormais, les efforts se concentraient sur cette zone. Il semblait peu probable que Dietz se soit éloignée de son véhicule, mais elle restait introuvable. Selon sa famille, il n'y a aucun problème de santé connu qui pourrait expliquer sa disparition. Sean a déclaré aux médias que lorsqu'il a appris qu'elle n'était pas rentrée directement chez elle, il a voulu l'interroger sur cette décision. Il ne savait pas si elle s'était simplement perdue ou si elle n'avait pas voulu rentrer dans une maison vide. Il est possible que tout ait commencé lorsque Dietz a pris le chemin le plus long pour rentrer chez elle
et qu'elle se soit perdue en cours de route. La police continue de lancer des appels à témoins pour toute information concernant ce qui lui est arrivé, après qu'elle ait été vue pour la dernière fois. Cette diète est décrite comme mesurant 1,57 m avec des cheveux blancs et des yeux verts. Elle a été vue pour la dernière fois au volant d'une Buick LeSabre blanche de 2010, avec des plaques d'immatriculation de l'Utah, qui a depuis été retrouvée. Toute personne ayant des informations peut contacter le bureau du shérif du comté de Garfield au 435 676 2678. Numéro 8. Pawan Gare venait tout juste de commencer une nouvelle phase de sa vie lorsqu'il a disparu sans laisser de traces en mars 2026. Il n'a laissé aucun indice sur l'endroit où il allait ou sur ce qui lui est arrivé. Pawan venait d'obtenir son doctorat à l'université du Nebraska à Lincoln et il vivait toujours à Lincoln au moment de sa disparition. Il était originaire du Népal et sa famille y vivait toujours. Il avait passé des années à étudier le génie électrique et travaillé comme assistant de recherche à l'université. En février 2025, sa thèse sur les réseaux neuronaux intégrant la physique a été publiée dans la revue Neurocomputing. Un mois plus tard, il a soutenu sa thèse et a obtenu son doctorat. Selon une publication sur LinkedIn, c'était la fin d'un chapitre, mais le début d'un nouveau chapitre passionnant, avec de nombreuses possibilités qui s'offraient à lui. Depuis lors, Pawan avait poursuivi ses recherches à l'université et était resté en contact avec son directeur de thèse. Le 16 mars 2026, Pawan devait avoir une réunion avec son directeur de thèse. Lorsqu'il n'est jamais arrivé à la réunion, son directeur de thèse a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Il n'a pas fallu longtemps avant que les proches de Pawan se rendent compte que personne n'avait eu de ses nouvelles depuis plusieurs jours et qu'il n'avait pas été vu en personne depuis plus de 2 semaines. Ses amis aux États-Unis ont contacté les autorités locales pour signaler sa disparition. Sa famille au Népal a contacté l'ambassade des États-Unis là-bas, donnant ainsi une dimension internationale à l'enquête. La dernière fois que Pawan avait été vu en personne, c'était le 1er mars. Il avait dit à son propriétaire dans le Nebraska qu'il partait pour quelque temps, mais qu'il comptait revenir dans 2 semaines. À ce moment-là, rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Quelques jours plus tard, sa voiture a été aperçue dans le Tennessee. Le véhicule était une Honda Civic noire, avec un autocollant tête de mort à l'arrière et des bandes de course à l'avant, ce qui le rendait assez reconnaissable. Plus d'1 semaine plus tard, le 11 mars, la voiture a de nouveau été aperçue à Milton, en Floride. C'était la dernière fois que quelqu'un a parlé à Pawan. Il a appelé ses parents au Népal et leur a dit qu'il allait bien. Cependant, il n'est pas clair s'il s'agissait d'un appel régulier qu'il avait avec sa famille. Il s'est écoulé encore 5 jours avant que quelqu'un ne se rende compte qu'il avait disparu. Ce n'est que le 24 mars que la police a fouillé l'appartement de Pawan à Lincoln. D'après certaines informations, ils n'ont rien trouvé d'intéressant là-bas, et rien qui puisse expliquer ce qui était arrivé à l'homme porté disparu. 3 jours plus tard, sa voiture a été retrouvée à Pensacola Beach, une destination touristique populaire dans le nord de l'État. Le site se trouve à seulement environ 35 minutes en voiture de l'endroit où la voiture de Pawan a été aperçue le 11 mars. Mais il n'était pas immédiatement clair depuis combien de temps elle se trouvait à Pensacola Beach. Les premiers rapports des médias décrivaient la voiture comme étant abandonnée. Les recherches dans la zone autour de l'endroit où la voiture a été retrouvée, y compris dans l'eau, n'ont donné aucun indice. Depuis la découverte de la voiture, il n'y a eu aucune nouvelle information dans l'affaire. La famille et les amis de Pawan au Népal se sont tournés vers les réseaux sociaux pour tenter de sensibiliser le public à l'affaire, avec des vidéos retraçant la chronologie des événements. L'affaire de Pawan soulève bien plus de questions que de réponses. On ne sait pas pourquoi il se rendait en Floride, ni où il se trouvait pendant la semaine, entre l'observation au Tennessee et celle en Floride. Mais l'enquête sur cette affaire n'en est qu'à ses débuts. Pawan se remettait d'une opération abdominale au moment de sa disparition. Il pourrait avoir besoin de médicaments. Il est décrit comme mesurant 1,73 m et pesant environ 68 kg. Il a les cheveux noirs et les yeux noirs. Toute personne ayant des informations sur cette affaire peut contacter le Centre de recherche des personnes disparues du Nebraska au 1-877-441-5678. Numéro 7. Les habitants d'Oakland ont décrit Amy Hilliard comme un membre important de la communauté et le genre de personne vers qui ils pouvaient toujours se tourner lorsqu'ils étaient dans le besoin. Depuis sa disparition en mars, ils se sont rassemblés pour tenter de ramener la femme disparue chez elle. Amy est la copropriétaire des cafés Farley's. On pouvait souvent la trouver dans la succursale d'Oakland du café. Elle dirigeait également sa propre société de conseil Prosper et faisait du bénévolat auprès de la chorale locale pour enfants. Elle était bien connue et appréciée dans la communauté, et sa disparition soudaine a été un choc pour tous. Amy a été signalée disparue après avoir disparu de son domicile dans le quartier de la rue Radnor le 25 mars 2026. Selon les premiers rapports, Amy a été vue pour la dernière fois vers 14 h. Un voisin l'avait aperçue
en train de promener son chien non loin de chez elle. Plus tard dans la journée, le mari d'Amy est passé demander s'il l'avait vue. Amy avait maintenant disparu. Elle avait laissé son téléphone à la maison et le chien était apparemment aussi de retour à la maison. S'il y avait des indices dans la maison sur l'endroit où Amy aurait pu aller, cette information n'a pas été communiquée au public. Les recherches pour la personne disparue ont commencé immédiatement. Amy a des problèmes de santé, ce qui, selon la police, la met en danger. La retrouver au plus vite est devenu une priorité absolue. Les détails concernant ses problèmes de santé n'ont pas été communiqués pour des raisons de confidentialité. Au départ, les recherches se sont concentrées sur la zone où Amy avait été vue pour la dernière fois. Des appels ont été lancés pour obtenir tout témoignage ou toute vidéo de vidéosurveillance susceptible d'aider les enquêteurs à déterminer où elle était allée. Mais quelques jours après le début de l'enquête, la police a recentré ses efforts sur le parc Diamond. Le parc se trouve à environ 45 minutes à pied de l'endroit où Amy a été vue pour la dernière fois et comprend des sentiers adaptés à la marche et au vélo. D'après les habitants, ce n'était pas le genre d'endroit où quelqu'un pouvait facilement se perdre. Et il y avait des itinéraires de promenade agréables plus près de la maison d'Amy. Mais le parc Diamond n'était pas un lieu si inhabituel pour elle. Selon les rapports de l'époque, la police avait trouvé des images de vidéosurveillance près du parc, qui semblaient indiquer qu'Amy s'y trouvait vers 16h30. Mais les reportages ultérieurs sur la disparition n'ont pas mis en avant cette observation. Et les images n'ont pas été rendues publiques. Les recherches se sont ensuite déplacées plus loin de la maison d'Amy, jusqu'à Skyline Gate, à plus de 8 km de chez elle. Dans la dernière mise à jour de l'affaire, des bénévoles ont commencé à examiner les images de vidéosurveillance des stations du réseau de transport rapide de la baie de San Francisco, dans l'espoir qu'elle y ait été aperçue. L'affaire de la personne disparue a suscité un large soutien de la part de la communauté, avec notamment 200 bénévoles qui sont allés de porte en porte pour demander s'il y avait eu des témoignages ou des images de caméras pouvant fournir des indices. Des veillées ont également eu lieu, et la famille a déclaré que cet élan de solidarité était une source de force pour eux. Amy est décrite comme mesurant 1,63 m, pesant 54 kg, avec des cheveux blonds et des yeux noisettes. Elle a été vue pour la dernière fois portant un t-shirt à manches courtes, un jean clair et des baskets blanches à rayures noirs. Toute personne ayant des informations sur cette affaire doit contacter l'unité des personnes disparues de la police d'Oakland au 510-238-3641. Les proches d'Amy ont également mis en place une ligne téléphonique pour les témoignages, qui est joignable au 510-5914-857. Numéro 6. Ryan Rude a été vu pour la dernière fois en train de fêter une soirée avec des amis. Il a fallu 2 semaines avant qu'il ne soit signalé disparu, et aucune trace de lui n'a été retrouvée depuis. Ryan est caporal-chef dans le Royal Yorkshire Regiment de l'armée britannique. Au moment de sa disparition, il était basé à la garnison de Catterick, dans le Yorkshire du Nord, à environ 1 heure de route de la ville de Selby. À la mi-février, la plupart de l'unité de Ryan a été déployée pour un exercice d'entraînement. Mais il faisait partie du détachement resté à la garnison, ce qui signifie que Ryan restait à la garnison. Le soir du 14 février, Ryan et 2 amis ont décidé de passer la soirée à Selby pour célébrer la Saint-Valentin. Jusqu'à présent, peu de détails sur cette nuit ont été révélés. Mais on sait que Ryan a été vu pour la dernière fois au pub New Inn. Là-bas, il a été filmé par les caméras de vidéosurveillance sur des images que la police a depuis rendues publiques. Il ne semble rien d'anormal sur les images. À un moment donné pendant la nuit, Ryan a été séparé de ses amis. Il a été vu pour la dernière fois juste avant 3 heures du matin, le 15 février, passant devant un bâtiment connu sous le nom d'Old Flower Factory, en direction de New Millgate. Ryan n'était pas en permission au moment de sa disparition. Et il était attendu de retour en service seulement 24 heures après avoir été vu pour la dernière fois par ses camarades soldats. Mais Ryan n'est jamais revenu à la caserne et ne s'est pas présenté pour son service. Selon ses amis, cela ne lui ressemblait pas du tout. Il n'y avait aucune raison de croire qu'il serait parti volontairement sans permission. Mais pour des raisons inconnues, il a fallu 2 semaines avant que l'alerte ne soit donnée. Le 1er mars, un haut gradé de l'armée a signalé la disparition de Ryan à la police. Les recherches pour retrouver le soldat disparu ont commencé immédiatement, tandis que la police lançait des appels urgents à témoins. Les premières recherches ont impliqué des enquêtes porte à Selby, ainsi que l'examen des images de vidéosurveillance de la nuit de sa disparition. Jusqu'à présent, la police n'a pas pu confirmer où Ryan s'est rendu après avoir dépassé l'Old Flower Factory. Il n'existe également aucune chronologie publique de ses déplacements la nuit de sa disparition, avant la dernière fois où il a été vu. Ni d'informations sur l'état dans lequel Ryan se trouvait lorsqu'il a été vu pour la dernière fois. Les premières recherches à utiliser des drones pour accéder à des zones difficiles d'accès. L'ancienne usine de fleurs se trouve en face de la rivière Ouse. Il y a un mur qui sépare la route de la rivière, ce qui signifie qu'il est peu probable que Ryan ait pu accidentellement finir dans l'eau à cet endroit. Mais il marchait en direction d'un pont qui l'aurait ramené à New Millgate.
Dans une mise à jour, plus d'1 mois après la disparition de Ryan, la police a confirmé qu'elle envisageait la possibilité qu'il ait fini dans l'eau. Sa disparition est une affaire qui soulève bien plus de questions que de réponses. Mais à mesure que les gens répondent aux appels à témoins, il est possible que d'autres pièces du puzzle soient assemblées. Le retard initial dans la déclaration de la disparition de Ryan fait également l'objet d'une enquête de la part de l'armée. Ryan avait 28 ans au moment de sa disparition. Il est décrit comme mesurant 1,73 m, de corpulence mince, avec les cheveux bruns. Il a été vu pour la dernière fois portant un t-shirt noir, une veste à capuche bleue et un pantalon noir. Toute personne ayant des informations concernant le cas de Ryan doit contacter la police au 101 en mentionnant le numéro de référence. 12 260 37 725. Tout signalement de l'homme disparu ou toute information sur l'endroit où se trouve actuellement Ryan peut être signalé au 999. Numéro 5. 3 mois se sont écoulés depuis que l'agriculteur néo-zélandais Kevin Belling a disparu sans laisser de traces. La police dit qu'il y a de sérieuses inquiétudes concernant sa sécurité, mais il y a peu d'informations disponibles sur son affaire. Kevin avait 62 ans au moment de sa disparition et travaillait comme éleveur laitier. Il possède plusieurs propriétés à l'extrémité sud et ouest de la Nouvelle-Zélande. L'une de celles-ci était Moturimu, une zone agricole non loin d'une grande ville. C'est ici que Kevin a été vu pour la dernière fois, le 9 janvier 2026. Quelques jours se sont écoulés sans que les amis ou la famille de Kevin n'aient de ses nouvelles. C'était très inhabituel de sa part, et il savait que quelque chose n'allait pas. Le 18 janvier, Kevin a été signalé disparu à la police, et l'enquête sur sa disparition a commencé. Des recherches approfondies ont commencé sur les propriétés de Kevin, notamment celle de Caesar Road à Kapuka. Comme Kevin a été vu pour la dernière fois dans sa ferme de Moturimu, cette zone est rapidement devenue le centre de l'attention. La police a mené des enquêtes pour obtenir plus d'informations. Et les équipes de recherche et de sauvetage ont exploré le terrain à pied. Des drones ont également été utilisés dans l'espoir de repérer l'agriculteur disparu depuis les airs. Mais aucune trace de Kevin n'a été trouvée. Une semaine après le début de l'enquête, la police a lancé un appel au public pour obtenir des informations. Ils étaient inquiets pour la sécurité de Kevin. Des habitants de la région ont été invités à fouiller les granges et les dépendances à la recherche de l'homme disparu ou de tout signe indiquant qu'il s'y était abrité auparavant. Malgré l'absence de toute trace de Kevin, les recherches sont restées concentrées sur la région de Moturimu. Fin février, la police a annoncé qu'elle fouillait les bassins d'effluents sur la propriété. Ce sont des bassins utilisés pour stocker les déchets riches en nutriments provenant des fermes laitières afin d'éviter la contamination des cours d'eau. Depuis cette annonce, il n'y a eu aucune nouvelle information sur l'affaire. Selon la police, certains signalements d'observation potentiels ont été communiqués au public. Malheureusement, après enquête, il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas de l'homme disparu. Kevin est toujours répertorié comme personne disparue sur le site de la police néo-zélandaise. À part les bassins d'eau usée, il y a quelques autres cours d'eau dans la région. La majeure partie de la zone autour de l'endroit où Kevin a disparu est constituée de terres agricoles, ce qui rend cette affaire de disparition très différente de beaucoup d'autres. Il est peu probable qu'il ait été filmé par une caméra dans les jours qui ont suivi sa disparition. Et à moins qu'il n'y ait eu quelqu'un d'autre sur sa propriété, il est peu probable qu'il ait été aperçu par quelqu'un passant à proximité. Malgré cela, il est toujours possible que quelqu'un détienne des informations sur l'affaire sans s'en rendre compte. C'est particulièrement vrai si Ken a quitté la propriété Moturimu d'une manière ou d'une autre. Toute personne ayant des informations sur l'affaire peut contacter la police néo-zélandaise au 105 ou en ligne via le site web 105 en mentionnant le numéro de référence 260 118/6964. Les informations peuvent également être transmises anonymement aux autorités via Crime Stoppers au 0800 555 111. Numéro 4. Le matin suivant une tempête de neige, un habitant de Marquette, Michigan, s'est rendu au poste de police pour remettre un téléphone qu'il avait trouvé abandonné sur un chemin. Ce n'est que plus tard dans la journée que quelqu'un s'est rendu compte que la personne qui avait perdu le téléphone était maintenant portée disparue. Trenton Massey était un étudiant de 21 ans à l'Université du Nord du Michigan. Selon sa famille, il était très généreux et toujours prêt à aider les autres. Il a passé la nuit du 21 février avec des amis dans un bar à Marquette, qui se trouve sur les rives du lac Supérieur. Comme c'était habituel pour Trenton, il a envoyé à sa mère des selfies, le montrant en train de s'amuser au bar. Sa mère a ensuite partagé les photos et les messages où elle lui dit de faire attention et de prendre soin de lui. On pense que Trenton a quitté le bar tôt le matin suivant, lorsque l'établissement a fermé. Il a décidé de rentrer seul, à pied, jusqu'à son logement. Les hivers dans cette région du Michigan peuvent être rudes. Et la nuit de la disparition de Trenton
a été particulièrement brutale. Une tempête de neige s'était installée, rendant l'orientation difficile même pour quelqu'un qui n'était pas sous l'influence de l'alcool. Un ami qui avait également participé à la soirée a rapporté plus tard s'être lui-même perdu en rentrant chez lui. La neige dans l'air et sur le sol peut rendre un endroit familier méconnaissable. Et Trenton n'est jamais rentré chez lui. Environ 6 heures après avoir quitté le bar, le téléphone de Trenton a été remis à la police. Il avait été retrouvé sur une voie multi-usage au centre-ville de Marquette. La police a d'abord contacté un membre de la famille pour l'informer que le téléphone de Trenton avait été retrouvé. À ce moment-là, même la famille ne s'était pas rendu compte que Trenton avait disparu. Ils ont donc simplement promis de transmettre le message concernant l'appareil. Ce n'est que plus tard dans la journée qu'ils se sont rendus compte que personne ne savait où il était. Et Trenton a été signalé disparu. Les images de vidéosurveillance ont montré Trenton marchant le long du même chemin où son téléphone a été retrouvé, vers 2h50 du matin. 45 minutes plus tard, d'autres images l'ont capté en train de marcher le long de la promenade de Founders Landing. Trenton est sorti sur la glace et a disparu du champ de la caméra. Les autorités disent qu'il semblait désorienté ou avait du mal à marcher sur les images. Mais il est impossible de dire si cela était dû à l'hypothermie ou à l'effet de l'alcool. Selon sa famille, il portait un manteau, mais il n'était tout de même pas habillé de façon adaptée aux conditions météorologiques. Et il semble y avoir de la neige sur ses vêtements dans les images. La première recherche de l'étudiant disparu s'est concentrée sur la promenade de Founders Landing. Des équipes de recherche spécialisées ont été mobilisées pour faire face aux conditions météorologiques difficiles et aux terrains accidentés. La recherche a inclus des unités sonars, des plongeurs, des chiens et des drones. Malheureusement, les efforts n'ont donné aucune nouvelle information. La recherche officielle a été arrêtée après seulement quelques jours. Selon la police, ils avaient fouillé partout où il était physiquement possible de chercher. Les conditions météorologiques ont rendu la recherche extrêmement difficile. La neige continuait de s'accumuler dans certaines parties de la zone de recherche. À un moment donné, la police a cru avoir découvert un trou dans la glace. Mais ils se sont vite rendus compte que de nouveaux trous se formaient puis regelaient constamment. Il était impossible de repérer un endroit où Trenton aurait pu tomber dans l'eau. Les bénévoles ont continué à chercher l'homme disparu. La police a conseillé à toute personne participant aux recherches de faire attention sur les propriétés privées et de ne pas aller sur la glace. Trenton a été vu pour la dernière fois portant un manteau vert olive et noir, ainsi qu'un pantalon foncé. Toute personne ayant des informations peut contacter la police de Marquette au 906 228 0400. Numéro 3. Brittany Kritis Garab était en état de détresse lorsqu'elle a fui d'un véhicule en marche à Long Island, New York. On n'a plus de nouvelles d'elle depuis. Brittany a été vue pour la dernière fois le 20 mars 2026, juste après 20 heures. Selon ses proches, elle se trouvait dans la voiture d'un membre de sa famille pendant qu'il circulait dans un quartier résidentiel d'Oyster Bay. Lorsqu'ils sont arrivés à l'intersection de la rue Ivy et de l'avenue Jordan, la voiture s'est arrêtée à un stop. Le conducteur a alors commencé à avancer avant que Brittany ne saute soudainement du véhicule et ne prenne la fuite. En partant, elle a jeté son téléphone portable dans des buissons et elle a été signalée disparue peu de temps après. Sa famille rapporte que Brittany était peut-être en état de psychose au moment de sa disparition. Elle croyait être en danger et pensait être potentiellement suivie, c'est pourquoi elle a jeté son téléphone. Malheureusement, même si elle n'était pas suivie à ce moment-là, le fait de jeter son téléphone signifiait que les forces de l'ordre ne pouvaient pas l'utiliser pour déterminer ses déplacements après sa disparition. La raison pour laquelle elle a décidé de fuir le véhicule n'a pas été révélée. Mais les images de vidéosurveillance et de caméras de sonnette récupérées dans la zone montraient Brittany en train de courir ou debout, seule. Il ne semblait pas y avoir quelqu'un qui la suivait. Les forces de l'ordre ont utilisé des drones et des hélicoptères pour la rechercher. Quelques jours après sa disparition, des effets personnels, dont son portefeuille, ont été retrouvés dans une zone sablonneuse et marécageuse au bout de l'avenue Florence, le long du port d'Oyster Bay. La zone se trouvait à seulement 15 minutes à pied de l'endroit où Brittany a été vue pour la dernière fois. Mais il n'est pas clair si elle s'est dirigée directement dans cette direction ou si elle empruntait les petites rues secondaires de ce quartier. Cet indice a permis de concentrer les efforts de recherche, mais il était impossible pour les membres de la famille ou les forces de l'ordre de savoir si elle n'avait pas quitté la zone. Depuis la disparition, sa famille a créé une page Facebook pour aider à concentrer les efforts visant à retrouver Brittany. Ils avertissent que son état mental pourrait la rendre particulièrement vulnérable. Brittany peut être particulièrement craintive envers les inconnus, mais il précise qu'elle ne représente aucun danger pour qui que ce soit. La police ainsi que la famille de Brittany ont lancé un appel à toute personne se trouvant dans la région d'Oyster ou à la frontière entre Oyster Bay et East Norwich pour vérifier les enregistrements des caméras, non seulement de la nuit où elle a disparu, mais aussi des nuits qui ont suivi. Il est possible qu'elle soit toujours dans la région et qu'elle se cache de ceux ou de celui qu'elle croit à ses trousses. Sa famille a indiqué qu'elle se déplacera très probablement aux heures les plus calmes,
comme tôt le matin ou tard le soir. Il demande également aux habitants de vérifier les cabanons, les garages et sous les terrasses. Et dans les zones de transition, comme les abords des centres commerciaux, derrière les magasins et près des quais de chargement. Brittany a 32 ans. Elle mesure 1,70 m et pèse 64 kg. Elle a les cheveux et les yeux bruns. Elle a été vue pour la dernière fois portant un pantalon noir et une veste noire avec un col en fourrure. Toute personne ayant des informations sur cette affaire peut contacter la ligne de signalement du centre CUE au 910 232 1687 ou signaler l'avoir aperçu directement au 911. La famille de Brittany a également créé une page GoFundMe pour collecter des fonds afin de soutenir les efforts de recherche et ramener Brittany chez elle. Numéro 2. Stephanie Sparks a été vue pour la dernière fois dans la caravane en France qu'elle partageait avec son mari Ken. Lorsque Ken s'est réveillé d'une sieste, il a découvert que Stephanie avait disparu, laissant derrière elle quelques indices sur ce qui lui était arrivé. Stephanie et Ken avaient déménagé d'Angleterre en France en 2012, après être tombés amoureux du pays. Ils se sont installés dans un camping dans l'ouest de la France. Le couple était bien connu et apprécié dans la région, et ils étaient populaires auprès des autres caravanistes qui venaient séjourner sur le site. Malgré le fait qu'ils étaient âgés de plus de 70 ans, le couple restait actif. Ils faisaient de longues promenades, marchant 5 km 2 fois par jour, tous les jours. À la fin de 2025, Ken a commencé à se sentir mal, ce qui a limité leurs promenades ensemble. Il s'est ensuite vu diagnostiquer un cancer du poumon. Le jour de la disparition de Stephanie était comme les autres. Le 29 janvier a commencé par un passage au supermarché. Les images de vidéosurveillance à l'entrée du camping montraient le couple quittant les lieux en voiture et revenant plus tard avec des courses. Après leur retour à la maison, Ken est allé faire une sieste. Lorsqu'il s'est réveillé, Stephanie avait disparu. Rien d'autre ne manquait. Le téléphone et les cartes de Stephanie avaient été laissés sur place. Elle n'avait pas non plus d'argent liquide avec elle. Au début, il semblait que Stephanie était peut-être partie se promener seule. Aucune caméra de surveillance ne l'a filmée en train de quitter le camping. Mais il y avait un sentier qui menait à l'arrière du site qui n'était couvert par aucune caméra. C'était un sentier que Stephanie connaissait bien, pour l'avoir emprunté d'innombrables fois par le passé. Mais lorsqu'elle n'est pas rentrée chez elle, il était évident que ce n'était pas une promenade normale. La police a été alertée de sa disparition, et les recherches pour retrouver la femme disparue ont commencé. Les équipes de recherche ont parcouru les chemins que Stephanie aurait pu emprunter après avoir quitté la caravane. La police a tenté d'utiliser une unité canine pour aider à déterminer l'itinéraire, mais les chiens n'ont pas réussi à capter une piste olfactive nette. Stephanie avait passé tellement de temps dans la région qu'il était impossible pour les chiens d'identifier un chemin précis. Des drones ont également été utilisés, ainsi que des équipes de plongeurs qui ont fouillé les cours d'eau de la région. La famille de Stephanie a d'abord pensé qu'elle avait pu faire une chute le long du chemin. Mais en marchant et ne trouvant aucune trace d'elle, le mystère ne fit que s'épaissir. Ce n'était pas une zone où quelqu'un pouvait glisser et tomber du chemin, et il était peu probable que Stephanie se soit perdue ou désorientée, à moins qu'elle n'ait eu une urgence médicale. La police a envisagé la possibilité qu'elle ait prévu de s'enfuir. Selon sa famille, cela ne lui ressemblait pas du tout. Mais Stephanie aurait été soumise à beaucoup de stress au moment où elle a disparu. Elle avait des enfants et des petits-enfants, mais le reste de la famille vivait en Angleterre. Elle était seule en France, avec son mari malade. Mais la police n'a trouvé aucune preuve que Stephanie cachait de l'argent ou qu'elle prévoyait de quitter Ken. Il restait la possibilité que ce soit une décision spontanée, mais la seule preuve de cela était l'absence de toute autre preuve. Des recherches approfondies dans la région n'ont donné aucun indice. Ni Stephanie, ni aucun des vêtements qu'elle portait à ce moment-là n'ont été retrouvés. Elle est décrite comme ayant une silhouette mince et portait une veste bleu clair, un pantalon foncé et des bottes noires ou grises au moment de sa disparition. Toute personne ayant des informations peut contacter la police locale au 33 55 55 75 0036. Numéro 1. Anatoly Shevchenko faisait partie des milliers de réfugiés qui ont voyagé d'Ukraine au Canada après l'invasion russe en 2022. Il a laissé derrière lui ses parents et son frère, et il était seul au Canada. Cela signifiait que, lorsqu'il a soudainement disparu en janvier 2026, il y a eu un délai avant que quelqu'un ne se rende compte qu'il avait disparu. Anatoly a été vu pour la dernière fois le 22 janvier, quittant un hôpital à Winnipeg. Il vivait dans la région depuis son arrivée au Canada en 2022, et il avait voyagé seul, laissant derrière lui sa famille proche en Ukraine. Sa plus proche parente était une tante qui avait déménagé en Californie, mais son statut signifiait qu'il ne pourrait pas se rendre aux États-Unis pour lui rendre visite. La grande communauté ukrainienne de Winnipeg a accueilli Anatoly à son arrivée, et il s'est fait des amis dans son nouveau pays, y compris certains qui vivaient dans le même immeuble. Au début, les choses semblaient bien se passer. Il était enthousiaste à l'idée de commencer sa nouvelle vie
et travaillait à améliorer son anglais. Il avait un emploi chez Motor Coach Industries Limited et restait en contact avec ses amis et sa famille. Mais environ 1 an avant sa disparition, ses amis ont commencé à remarquer un changement dans son comportement. Selon Sergei Zadorozhniak, qui habitait à proximité, il est progressivement devenu plus renfermé et il semblait que quelque chose lui était arrivé. D'autres membres de la communauté ukrainienne ont noté qu'il était souvent difficile pour les réfugiés de s'adapter à la vie au Canada, surtout à cause de la barrière linguistique. On ignore pourquoi Anatoly a commencé à changer. Au début, sa famille n'a rien remarqué d'anormal. Il continuait d'appeler régulièrement sa tante, et il avait toujours hâte de venir lui rendre visite à l'avenir. Selon sa tante, il essaya d'améliorer sa vie et cherchait à suivre des cours pour y parvenir. Mais les appels téléphoniques ont cessé sans explication. Puis peu de temps avant sa disparition, des licenciements sur son lieu de travail ont laissé Anatoly sans emploi. Le matin du 22 janvier, Anatoly a appelé une ambulance après avoir eu une crise de panique. Il a été emmené à l'hôpital Victoria juste avant 10h30 du matin. Et seulement 1 heure plus tard, il a été autorisé à sortir sans parler à qui que ce soit. Il a été vu pour la dernière fois en train de quitter cet hôpital. Au début, personne ne s'est rendu compte qu'Anatoly avait disparu. Son propriétaire savait qu'il avait été emmené à l'hôpital, et lorsqu'il n'est pas revenu, il a supposé qu'Anatoly y restait. Lorsque sa famille a appelé pour demander de ses nouvelles, on leur a dit qu'il était à l'hôpital. Mais début mars, une lettre de l'hôpital est arrivée, et ce n'est qu'à ce moment-là que ses proches ont appris qu'il n'y était pas resté. Dès qu'ils s'en sont rendus compte, les recherches pour le retrouver ont commencé. Son téléphone était resté actif jusqu'à 14h30, le jour de sa disparition. La communauté de Winnipeg s'est mobilisée pour organiser des recherches pour le retrouver. Et une recherche a été organisée pour le Vendredi Saint, rassemblant une centaine de personnes réparties en équipes pour effectuer des fouilles méthodiques et détaillées du parc Saint-Vital, qui se trouve près de l'hôpital et du domicile d'Anatoly. Anatoly a laissé derrière lui ses documents, y compris son passeport, qui ont été retrouvés dans son appartement. Il a disparu lors de la nuit la plus froide de l'année, avec des températures atteignant moins 30 degrés Celsius. Mais le refroidissement éolien donnait une sensation proche de moins 43 degrés Celsius. S'il n'avait pas trouvé d'abri quelque part, il aurait été très difficile de survivre. Surtout qu'Anatoly n'était même pas habillé pour affronter ce temps. Mais malgré cela, ses amis n'ont pas perdu espoir de le retrouver. Anatoly est décrit comme bienveillant, mesurant 1,85 m, de corpulence mince, avec les cheveux bruns et les yeux bruns. Toute personne ayant des informations sur cette affaire peut contacter l'unité des personnes disparues du service de police de Winnipeg au 204 986 6250. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Je m'appelle Ty Notts et on se retrouve dans la prochaine vidéo.